On va voir maintenant c'est quoi la loi conditionnelle pour une loi gaussienne. Donc, on va traiter le deuxième cas, c'est-à-dire c'est quoi la fonction de densité conditionnelle où je m'intéresse à la distribution d'une partie du vecteur x étant donné d'autres dimensions du vecteur x. Encore une fois, donc je fais la même situation x, je suppose que c'est séparé en xa et xb, avec mu puis sigma qui est partitionné comme on le voit ici. Bien, la loi conditionnelle de xa, étant donné une valeur pour les autres dimensions xb, okay, donc ça c'est la distribution des valeurs pour les premières dimensions du vecteur x en supposant une certaine valeur prise par la partie xb. Pour une loi gaussienne, cette loi conditionnelle-là est aussi gaussienne. Donc, c'est gaussienne, je dois spécifier c'est quoi sa moyenne, c'est quoi sa matrice de covariance. Je vais la noter mu A étant donné B parce que c'est la distribution de A étant donné B. Même chose pour sigma avec un indice A bar B. Et dans ce cas-ci, en fait, le calcul de mu et de sigma est un petit peu plus compliqué. On a les formules ici. Donc, en fait, mu A étant donné B, c'est quoi? Ben, c'est déjà, premièrement, la moyenne de A, de XA, plus un terme ici. Puis ce terme-là, qu'est-ce qu'il fait? Bien, regarde, est-ce que XB, où se trouve XB par rapport à sa moyenne? Est-ce qu'il est au-dessus, est-ce qu'il est en dessous? Okay. Puis dans cette direction-là, je vais me déplacer en fonction, finalement, de cette partie-là ici. Puis l'idée, c'est que si j'ai une corrélation positive puis que XB se trouve au-dessus de sa moyenne, ben, je vais prendre mu A puis je vais me déplacer plus vers le haut. Je vais augmenter mu A. Puis à l'inverse, si j'ai une corrélation négative, je vais plutôt descendre la valeur de la moyenne. On va voir un exemple de ça tantôt. Ce qui est aussi intéressant, c'est cette partie-là ici. La matrice de covariance de XA étant donné B, ben, c'est la matrice de covariance de XA, premièrement. Puis là, on va y soustraire un terme. Si on tient... on considère le premier cas où, en fait, il n'y a pas de covariance, de corrélation entre A et B. S'il n'y a pas de covariance entre A et B, ça veut dire que ça, c'est 0 ici, ça, c'est 0 ici. Ça veut dire que je multiplie par 0 à gauche et à droite. Donc, dans ce cas-ci, s'il n'y a pas de covariance ou de corrélation entre XA et XB, donc sont indépendantes, ben, la matrice de covariance de XA, c'est juste XA. Puis si, par contre, il y a des dépendances entre, ben, en fait, essentiellement, je vais prendre la matrice de covariance puis je vais la diminuer. Okay, je vais y soustraire ce terme-là ici. Donc, on ne va pas faire la démonstration de ces formules-là, mais on va plutôt les appliquer dans des cas simples pour voir essentiellement, concrètement, c'est quoi les implications de ces formules-là ici. Alors, à gauche, on a une gaussienne, donc j'ai x qui est en fait en deux dimensions. Fait que je vais avoir xa et xb, où a et b, c'est des scalaires. Je vais pas avoir 1 et 2, c'est tiré du livre, puis là, il utilisait xa, xb. Okay. Donc ça, c'est xa, ça, c'est xb. Puis, ben là, dans ce cas-ci, on voit les contours de la fonction de densité gaussienne. Donc, chacun des contours, c'est si je coupais ma gaussienne à différents niveaux. C'est ça qui est illustré ici. Donc, on voit que c'est une gaussienne dont la matrice de covariance implique une bonne corrélation entre XA et XB, puis la corrélation est positive. Plus XA augmente, plus XB augmente, puisqu'on a une diagonale qui monte comme ça ici, au niveau de la forme des contours. Donc, premièrement, ben, si je prenais cette gaussienne-là, puis je m'intéressais à c'est quoi la marginale de XA, j'obtiendrais la fonction de densité qu'on voit ici en bleu. Okay, ça, c'est P de XA. Donc, ça veut dire que l'étalement de la gaussienne, ça correspond à ce que j'appelais le sigma AA. Là. Donc, c'est finalement la variance de XA qui détermine l'étalement de ma gaussienne. Puis, je vais aussi montrer à droite, c'est quoi la probabilité de XA, mais maintenant, si je suppose que XB est égal à 0,7. Donc, je considère le cas spécifique où le XB associé au XA est égal à 0,7. Donc, ça veut dire, en fait, de prendre ma fonction de densité puis de considérer seulement la tranche ici, sur cette ligne-là, à 0,7. Donc, ça ici, c'est le point XB est égal à 0,7. Donc, je vais prendre cette tranche-là, puis quand je fais la normalisation, en fait, quand je calcule ma conditionnelle, je prends la tranche en question, puis je la divise par l'intégrale sur cette droite-là de la fonction de densité, en fait, pour que P de XA somme à 1, intègre à 1. Okay. Ben, dans ce cas-ci, si je fais cette opération-là, j'obtiens cette courbe-là ici, cette fonction de densité-là ici en rouge. Puis on voit que la variance a de beaucoup diminué, en fait.
Et en plus, la moyenne, XA, sa moyenne était ici à 0,5, ben, elle s'est déplacée un peu vers le haut. Puis ça, en fait, c'est reflété par ces équations-là ici. Donc, donc dans ce cas-ci, mu de A, c'est quoi? C'est 0,5. Okay? Donc, la moyenne de XA, c'est 0,5. Plus la covariance entre A et B. Ça, on sait que c'est positif, parce qu'on a une diagonale qui monte comme ça. Fois 1 sur la variance de B. Donc, la variance de B, c'est nécessairement un chiffre positif. 1 sur la variance de B, c'est aussi positif. Donc, ce terme-là va être positif, ce terme-là va être positif. Puis finalement, ici, genre XB moins mu B. XB, dans ce cas-ci, c'est 0,7. Sa moyenne, c'est 0,5. Donc, ça fait 0,2. Donc, on a un terme aussi qui est positif ici. Donc, effectivement, on s'attend à ce que la moyenne de XA, étant donné que XB est égal à 0,7, ça devrait augmenter par rapport à la moyenne juste de XA. C'est effectivement ce qu'on a vu, elle s'est déplacée vers la droite. Puis de la même façon, ben, la variance de A étant donné B, c'est sa variance normale, comme ça, si on ne conditionne pas, moins ben, ce terme-là fois ce terme-là, peu importe s'il est positif, ces deux termes-là sont égaux. Donc, peu importe s'ils sont positifs ou négatifs, ils vont se multiplier ensemble, va être au carré finalement. Donc, ça va être positif. Multiplié par ce terme-là qui est aussi positif parce que c'est une variance. La variance est toujours positive. Donc, nécessairement, s'il y a une covariance entre les deux, la variance va diminuer parce qu'on va y soustraire un nombre qui est positif. C'est effectivement ce qu'on observe ici. Okay? Donc, on voit que finalement, ces formules-là ont du sens lorsqu'on regarde un cas spécifique. On va faire un autre exemple, mais cette fois-ci numérique. Donc, on a notre vecteur x qu'on divise, donc cette fois-ci, en utilisant un exemple qu'on a utilisé précédemment en x1 et x2. Et pour cet exemple-ci, en fait, on va supposer que x1 est égal à moins 2. Et là, on va s'intéresser à c'est quoi la distribution conditionnelle, la loi conditionnelle sur x2. Okay. Donc, ce qu'on souhaite calculer, c'est quelle est la loi de x2, sachant que x1 est égal à moins 2. Ce qui fait que dans ma formule qu'on a vue précédemment, ce sur quoi je conditionne, que j'appelais b, ça va être x1. Fait que je pourrais remplacer les b par des 1 ici, comme ça. Ici, 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 ici. Et les a remplacés par 2. 2, 2, 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. Et là, j'applique cette formule-là ici pour obtenir la moyenne et la variance de x2, conditionnée sur x1 est égal à moins 2. Alors, si je calcule, donc, mu 2 étant donné 1, ben, mu 2, dans ce cas-ci, c'est égal à 1. La composante de la deuxième dimension pour la moyenne, c'est 1. Plus, alors, la covariance entre x2 et x1, qui est de 0,5, qu'on met ici, fois l'inverse de la covariance entre x1 et x1, qui est ici, c'est 1,5. Alors, je divise par 1,5. Et je multiplie donc x1, sa valeur supposée, c'est moins 2. Et je soustrais la moyenne de x1, qui est mu 1. Et la moyenne, donc la première composante du vecteur mu, c'est moins 0,5. Donc, moins 0,5, ça donne plus 0,5. Si je fais ce calcul-là, moins 2 plus 0,5, ça donne moins 1,5. Divisé par 1,5, ça donne moins 1. Fois 0,5, ça donne moins 0,5. Donc, 1 moins 0,5, ça me donne bel et bien 0,5, qui est la moyenne conditionnelle de x2. Et maintenant, je dois calculer la variance de x2 étant donné x1. Donc, la variance de x2, c'est quoi? C'est l'élément ici, 1,5, que je retrouve ici. Ensuite de ça, ben, je soustrais la covariance de x2 et x1, que je vais multiplier à gauche et à droite. Donc, la covariance, c'est quoi? C'est 0,5, qu'on retrouve aussi ici. Donc, genre 0,5 au carré, divisé par, ou multiplié par l'inverse de la covariance de x1, donc qui est la variance de x1, qui est de 1,5. Donc, je divise par 1,5. Et ça me donne quoi? Ça me donne, si je fais le calcul, donc approximativement, ça me donne 1,33 qu'on retrouve ici. Donc, voilà comment on calcule aussi numériquement, pour un exemple en 2 dimensions, les paramètres de moyenne et de variance d'une loi gaussienne conditionnelle.